Si vous avez vécu au XXIe siècle, vous avez sans doute remarqué ces dernières années l'arrivée sur le paysage cinématographique d'un style de film qui a fait son entrée en la matière de manière fracassante. Je parle bien évidemment du super-hero movies, avec le projet Marvel Cinematic Universe ou MCU, commencé en 2008 avec l'arrivée de Iron Man de Jon Favreau. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, cela restera un projet extrêmement ambitieux, à travers un patchwork de plus d'une vingtaine de films, plusieurs séries et même une fausse chaîne d'information YouTube du monde Marvel, du jamais vu, et on vient à peine de rentrer dans la phase 4. Bref, la timeline est un sacré bordel avec du présent, du futur, du passé, du retour dans le futur, du passé alternatif, du retour vers le futur. Du passé. Ce que tu dis n'a aucun sens. Vous en doutez, face à l'engouement populaire généré, les sociétés de production, ces entités altruistes, généreuses et charitables, ont senti là une belle opportunité de se faire de l'argent massivement. Elles se sont donc également lancées dans la course avec quelques longueurs de retard, mais décidant d'opter pour une certaine stratégie, afin de rattraper leurs concurrents. Avec plus ou moins de succès. Et c'est ainsi qu'après quelques films bof, très bof, ou franchement pourris, qu'en 2017, la DC via Warner Bros nous pond la Justice League. C'est un échec cuisant et pitoyable. Ce film, c'est la mort du fun, il vient signer le certificat de décès du décès, ça fait beaucoup de décès, c'est en un mot la déception. Et il y a plein de raisons à cela. Zack Snyder, qui devait être le réalisateur, mais suite à un drame familial, le suicide d'une de ses filles n'a pas pu diriger le projet, a dû se retirer. Warner Bros en a profité pour mettre un autre réalisateur à la barre, Joss Whedon, qui avait dirigé les Avengers 1 et 2, avec très certainement pour directive, du coup, de marveliser le projet, en y ajoutant cette touche d'humour bien connue, surtout après l'arrivée des Gardiens de la Galaxie. Bref, le résultat est une infâme horreur sans nom. La moitié des personnages introduits au casting n'ont pas eu le droit à leur propre film d'introduction à ce moment-là, et aujourd'hui non plus d'ailleurs, le scénario tient sur un timbre-poste, les effets spéciaux sont très spéciaux, et la palette graphique utilisée lors de la colorimétrie fait plus penser à un clip musical des années 2000. Ce qui aurait pu être le point fort du film d'ailleurs, étant donné que je m'attendais presque à voir une baleine volante et Chester ressuscité. Mais non, même pas. J'ai été déçu 2 fois et pourtant j'en attendais rien de ce film. Bref, le film est mauvais. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, elle aurait probablement dû d'ailleurs. Mais en 2021 sort la version Snyder Cut de la Justice League, qui vient ressusciter le projet. Et ça, c'est tout bonnement incroyable. On est habitué à avoir accès à différentes versions d'un certain métrage, la version longue, la version cinéma, la version tel ou tel réalisateur. Mais de manière générale, il s'agit à plus de 90% des mêmes images, ou d'images du tournage déjà réalisé, qui avaient été retirées pour la version cinéma, qui se voit alors réintroduite dans la version longue. C'est le cas par exemple pour Le Seigneur des Anneaux. La Snyder Cut, c'est tout cela, mais elle est différente également dans le fait que, en plus de tout ça, elle a nécessité de nouvelles prises d'images, de nouvelles scènes, de nouveaux éléments qui ont été créés spécialement et ajoutés pour cette version. Mais également et surtout, le film répond à une demande des fans, ce qui en fait de sa conception, sa création, sa genèse, quelque chose de totalement incroyable, improbable, impensable même. C'est une curiosité unique de l'univers cinématographique. Et en cela, c'est non seulement un projet extrêmement intéressant, mais également beau, d'un certain point de vue. Et en comparant scène par scène, on peut en apprendre tellement sur la réalisation, le montage, même la vision d'un auteur, ce qui en fait un objet d'étude et d'analyse sans précédent. C'est un cas d'école. Mais est-ce que ça en fait un bon film ? Non. Malheureusement, non, il ne l'est pas. On va pas se mentir, c'est pas un monument du 7ème art. Cela dit, il n'en a ni la prétention ni l'ambition, donc ça reste assez honnête. Personnellement, ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup des reproches qui ont été adressés au premier sont malheureusement toujours valables. Après 3 ans de recul et suffisamment de commentaires et analyses pour écrire une série de romans qui ferait pas lire J.K. Rowling, c'est décevant. Très décevant. On pourrait donc s'arrêter des heures sur le fait que oui, les images sont plus sombres, moins jolies, qu'il y a énormément de ralentis, qu'il y a un choix du 4/3 au lieu du 16/9 auquel on est habitué, mais bon, je pense que tout cela, ce sont des faux problèmes. Il y a des raisons derrière ce choix, mais on y reviendra plus tard. Ça signifie pas que le film n'a pas de défauts, non, il en a plein. Mais je ne suis pas ici, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour bâcher le film. Au contraire. Je le ferai sans doute dans une autre prochaine vidéo. Mais je trouve l'histoire de sa conception tellement fascinante que là tout de suite j'ai pas envie de lui taper sur les doigts. Et puis force est de constater que ce film tient sa promesse, puisqu'il fait mieux que le premier, et c'est tout ce qu'on lui demandait. Alors certes, oui, la barre n'était pas bien haute, mais bon, il aurait toujours pu se prendre les pieds dedans, trébucher et se péter les dents. C'est pas le cas. Et je pense qu'il y a 3 raisons principales qui font que malgré tous les défauts du film, il fonctionne. Quelles sont-elles ? Number 1. La première raison, je pense qu'il s'agit tout simplement de la continuité. On dira ce qu'on voudra de Monsieur Snyder, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses films, que ce soit 300, The Watchmen ou Man of Steel pour n'en citer que quelques-uns, il est évident que le bonhomme, il a une certaine patte, un certain style et un style certain. Le DC, c'était plus sombre, plus mature, plus violent, à l'image des films de Snyder, et c'est logique puisque c'était lui le réalisateur. Changer tout cela pour mettre Joss Whedon à la tête du projet a créé un énorme contraste et une incohérence stylistique notable. Alors ça ne signifie pas qu'un style est meilleur qu'un autre, mais au regard de ce qui avait été fait, il était plus cohérent de poursuivre dans cette direction. C'est ce qui a été fait avec la Snyder Cut, et cela se ressent. Le rendu est donc objectivement meilleur, le résultat plus cohérent avec lui-même au niveau du visuel, ce qui le rend plus agréable à regarder. Number 2.
La seconde raison pour laquelle ce film fonctionne mieux, c'est que le film introduit enfin ses personnages. En 2017, à part Wonder Woman, qui était la seule à avoir eu un film d'introduction correct d'ailleurs, on peut même le dire haut et fort, c'était et c'est toujours le meilleur film d'essai jusqu'à présent disponible, que sa suite viendra d'ailleurs massacrer. Donc en 2017, à part Wonder Woman et Batman et Superman, qui ont eu leur introduction mitigée, on va dire, pour rester poli, le reste du bataillon, il est tout simplement inconnu. À ce moment-là, Aquaman, il n'aura son film qu'en 2018, soit un an après la catastrophe. Quant à Cyborg et Flash, rien. Alors oui, Flash est peut-être un peu plus connu, on n'a pas forcément besoin de l'introduire, et il a une droit à une série. Mais bon, de 1, tout le monde ne regarde pas ces séries, et de 2, elle est pas franchement de grande qualité, même si elle mérite d'exister. Quant à Cyborg, walou, BZF, nada, rien, que dalle. Faut l'avouer, à moins que vous soyez un grand fan de DC de la première heure, ou que vous ayez regardé Teen Titans dans votre jeunesse, je suis pas sûr que vous sachiez qui c'est. Et ne pas l'introduire, c'était une erreur. Ben voilà, ça y est, c'est fait. Ils ont enfin droit à leur introduction, principalement Cyborg d'ailleurs, ce qui est non seulement une bonne chose, mais nécessaire. Il s'agit quand même d'un personnage principal, un des héros, il faut qu'on connaisse. Comment voulez-vous qu'on ait de l'intérêt pour nos protagonistes si on ne sait pas qui ils sont? Si le film ne prend même pas le temps et l'intérêt de s'arrêter sur eux, pourquoi est-ce que nous devrions le faire? Et là, bim, ça y est, la Snyder Cut, elle corrige tout ça. Enfin, Flash est présenté, enfin, Flash est introduit, enfin, Cyborg est introduit. Et ça, c'est plus qu'une bonne chose, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est un correctif qui n'aurait pas dû avoir à exister, puisqu'il aurait dû être présent depuis le début. Mais c'est une bonne chose qu'il le fasse, c'est une bonne chose que ce film, sur ces 4 heures, prenne le temps de les introduire. Number 3. Quant au troisième et dernier élément, mais probablement le plus important, celui qui vient sauver ce film, en un mot, c'est Steppenwolf. Dans un film de super-héros, vous l'avez sans doute remarqué, il y a des super-héros. Wow. Oui, je sais, c'est incroyable, on en apprend tous les jours. Et ces héros sont censés incarner toutes sortes de valeurs, de morale et d'idéaux de nos sociétés, même s'ils sont rendus de plus en plus humains et vulnérables. Ces héros ont également un objectif qu'ils cherchent à atteindre, peu importe lequel. Mais pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait conflit. Ça nécessite donc un personnage particulier, un antagoniste, le méchant, le vilain, l'ennemi, celui qu'ils vont devoir battre, combattre et abattre. Et dans la Justice League, cet antagoniste, c'est Steppenwolf. Le problème, c'est que dans le premier, il présente pas franchement une menace crédible. Visuellement, il est pas très imposant. Il ressemble plus à un humain un peu grand, avec de grosses difficultés à synthétiser de la vitamine D, plutôt qu'à un seigneur de guerre extraterrestre. Je veux dire, regardez-le, on s'attend plus à le trouver dans un stade de foot avec 2 gobelets de bière accrochés aux côtés de son casque à gueuler pour son équipe favorite, plutôt que de casser la gueule à Superman. En plus, son design... il est juste moche, quoi. Et niveau caractérisation, dans le premier film, il y a rien. Encore une fois, absolument rien. Steppenwolf, c'est un méchant 1.0. Il est méchant parce qu'il est méchant, il veut conquérir la Terre parce qu'il aime ça. Le film nous le dit, c'est tout. La version 2021 change tout ça. Déjà, visuellement, il est plus imposant, il est plus puissant et il est clairement d'origine extraterrestre. C'est enfin une menace crédible. On change également son look visuel au niveau de l'armure. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup plus de détails, mais en même temps, il reste beaucoup plus lisible, beaucoup plus visible. Et de ce que j'ai compris, c'était le design original. Donc ça semble assez étonnant qu'il ait été changé pour donner ce qu'on est connu en 2017, mais c'est le résultat, il faut croire. Donc pourquoi ? Peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais plus que le changer visuellement, surtout Snyder lui donne enfin un semblant de personnalité. Là où il n'y avait absolument rien avant, on a maintenant une raison pour ses actions. Alors ok, oui, c'est pas l'écriture à la Shakespeare, mais au moins on peut désormais comprendre les raisons, les motivations de notre antagoniste. Il veut rentrer chez lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. On peut donc avoir de l'empathie pour lui. Et c'est une bonne chose. Parce que ce personnage passe de « agreux, je veux détruire le monde parce que je suis un méchant » à « agreux, je veux détruire le monde parce que je suis un méchant, mais je veux rentrer chez moi ». Et ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas rien. Ça donne une motivation dans ces actions que l'on peut comprendre, à laquelle on peut s'identifier. Et même si on n'ira pas aussi loin pour trouver le chemin de notre maison, je pense pas que la plupart d'entre nous iront détruire une planète, ça nous donne un tout petit peu de profondeur à un antagoniste qui en manquait cruellement, et ça rend le film meilleur. Objectivement meilleur. On passe d'un gros bousin dégueulasse sans direction à un petit bousin sympatoche à regarder. Pas une grande amélioration, mais une amélioration tout de même. Je trouve quand même que c'est terrible d'en arriver là. On en est à un point aujourd'hui où on s'extasie devant des personnages basiques, à peine passables. Le Steppenwolf de Snyder Cut sauve le film, d'accord, mais cet antagoniste est loin d'être intéressant. Ce qu'il propose, c'est le minimum acceptable, le minimum syndical. Que le premier film ne l'ait pas fait, c'en est tragique.
Aujourd'hui, avec les capacités techniques et les moyens technologiques dont on dispose, on peut créer absolument tout ce que l'on imagine. Et nos yeux ont été habitués à des orgies tellement copieuses d'effets spéciaux qu'ils en perdent ce côté magique. La raison pour laquelle Thanos, dans Marvel, était un si bon antagoniste dans Infinity War, c'est qu'on pouvait le comprendre. On pouvait s'identifier à lui, on pouvait avoir de l'empathie pour ce personnage. Et même si on ne partageait pas ses idées ou ses idéaux, on pouvait comprendre comment et pourquoi il en était arrivé là et pourquoi il les avait obtenus. On pouvait croire qu'il y croyait. C'était un personnage qui, certes, était monstrueusement puissant, monstrueusement fort, avec des capacités incroyables, et visuellement il nous le montrait, mais au-delà de ça, il avait un aspect extrêmement humain. Et ça devrait être le strict minimum acceptable, que les personnages soient bien écrits. Je devrais pas avoir à m'extasier devant un personnage qui n'est même pas bon, même pas acceptable, à peine basique, parce que c'est ce que le personnage de Steppenwolf est dans le 2021. Ce n'est pas un antagoniste incroyable. Il fait juste le taf. Et c'est terrible que l'écriture des personnages et des scénarios soit devenue aussi pathétique à l'heure actuelle. Je veux dire, le Steppenwolf de Snyder, c'est à 95% des dialogues d'exposition qui nous sont vomis au visage et des monologues clichés de vilains qui veut détruire le monde. C'est que les 5 derniers pourcents, enfin, où on trouve un personnage, ou un semblant de personnage. Alors certes, oui, comparé au premier où il n'y avait absolument rien, c'est mieux. Mais en ayant placé la barre aussi bas, c'est normal. C'est triste. Je trouve ça profondément triste que ce soit les standards de qualité qu'on utilise aujourd'hui. Parce que c'est vrai, ce film est magnifique. Chacune des images, chacun des shots, chacune de ces séquences sont magnifiques. Mais au-delà d'un film qui soit juste beau, vide et creux, ce serait bien d'avoir un scénario bien écrit, des personnages développés, une histoire intéressante. Ce film, il y a quelque chose de profondément puissant dedans. C'est un film de fans, fait pour les fans et peut-être même par un fan. Mais il est creux. Il est profondément creux.